Alors justement, Monsieur De Filippo, vous avez à votre droite Maître Zinde, à qui on va donner la parole, parce que là on a besoin d'éclaircissement, parce qu'en fin de compte on se dit que nous sommes dans un état de droit, enfin du moins c'est ce qu'on nous dit. Que disent les textes, que dit la loi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à tous les cas de figure qui ont été présentés depuis le début de cette soirée, comment la loi peut venir en aide à toutes ces actions qui sont menées par ces associations et par certains particuliers comme M. De Félion? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, de me faire partir de l'Alsace, qui est aussi une nappe phréatique, et qui est aussi particulièrement atteinte, par notamment l'agriculture intensive. Alors c'est pas la loi en fait, c'est le droit de façon générale, parce que le droit implique les jurisprudences, et si on a quelque chose à faire, c'est avec les juges. C'est pas que je ne veux pas faire quelque chose avec les élus, parce que les élus auront aussi une part, non pas de responsabilité, mais c'est un travail à faire pour améliorer les textes. Mais les textes, ils sont déjà là en fait. Hein. Et au premier rang desquels, pas seulement une loi, mais la charte de l'environnement, qui, je vous rappelle, a été instituée par un certain Michel Barnier, il y a une trentaine d'années. Cette charte de l'environnement, elle est tout en haut de notre pyramide. C'est ça l'état de droit en fait. Hein. Dans la Constitution, on met les piliers, on a non seulement les droits de l'homme, on a les droits sociaux, durement acquis, et on sait comment c'est dur de se battre pour les droits sociaux, et puis on a le droit de l'environnement. Et dans les deux dossiers, alors je précise que dans les deux dossiers, je suis intervenu notamment pour Vosges Nature Environnement et tout le collectif à partir de 2022 à Vittel, et puis pour Monsieur de Féligon, c'est juste cet été. Donc je découvre des modes opératoires tout à fait comparables, pourtant avec des opérateurs différents, mais des problématiques vraiment identiques. Bien sûr, pour l'homme de droit que je suis, l'état des droits, il est en difficulté, mais je ne vais rien vous apprendre. Nous avons des illustrations jusqu'aux États-Unis de cette problématique de l'état de droit. C'est quelque chose pour lequel on doit se battre en continu. Je fais partie de ces combattants du droit dans les prétoires, mais avec ces grosses différences du combattant classique, ça y est, il fait chaud, c'est que c'est avec du droit et des principes. Moi, mon horizon, c'est la charte de l'environnement et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez comme principes ici qui sont entièrement bafoués de la charte de l'environnement? Vous les connaissez quasiment tous. Vous avez le droit à un environnement sain et respectueux de l'environnement. Ça vous parle? Là, si on vous supprime l'accès à l'eau potable, en quantité ou en qualité, on n'aura plus de droit à un environnement sain. C'est une question de survie, en fait. Là, on n'est pas sur une question d'intérêt particulier contre l'intérêt général, c'est de la survie. Donc, on a ce premier, qui est liberté fondamentale reconnue par le Conseil d'État depuis l'année dernière. On a le principe pollueur-payeur. Ça vous parle aussi? Bon, là, on est plutôt au principe polluer-payeur. C'est vous. Et puis, on a le droit à l'information. Je l'ai entendu tout au long. Le droit à l'information environnementale, il est dans les textes, hein, c'est l'article 124.1 du Code de l'environnement. Vous avez tous accès à une information, et on ne peut vous opposer le secret industriel qu'il faut que ce soit durement justifié, sauf que c'est beaucoup de temps perdu pour toutes les associations, pour tous les particuliers, pour tous les riverains. Ça veut dire on demande les documents, l'État ne répond pas, on saisit la CADA, qui nous donne un avis favorable, et on n'a toujours pas les documents, et on saisit le tribunal administratif. Tout ça pour n'importe quel document. Hein. Un accès sur est-ce que l'ARS a fait son travail de contrôle sanitaire, est-ce qu'on a bien une étude d'impact, etc. Donc le droit à l'information, il est dans le Code de l'environnement. On a le droit de la participation du public. Est-ce qu'ici, il y a eu une seule enquête publique par rapport au prélèvement d'eau? Non. Alors, j'ai la charte de l'environnement pour moi. Et puis, on a peut-être des idées qui vous parlent un peu moins, mais qui pourtant sont au cœur du droit de l'environnement. C'est le principe de prévention. Le principe de prévention, c'est d'empêcher les atteintes en priorité à la source avant qu'elles soient réalisées. C'est l'essence même du Code de l'environnement. C'est pour ça qu'on a des autorisations avant de commencer. Et c'est pour ça qu'on a des études d'impact, pour permettre au public et à l'administration de comprendre en avance, donc accessible à tout le monde, dans le cadre d'une enquête publique, pour comprendre à l'avance, en fait, de quoi on parle, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça va avoir sur ma vie à moi, c'est quoi les enjeux environnementaux, et ça couvre tous les spectres
d'un territoire en fait. C'est pas juste une étude comme ça, ça va être les impacts socio-économiques, environnementaux, la faune, la flore, le sol, les sous-sols, etc. Si je vous suis bien, maître, est-ce que ça sous-entend que les forages sont illégaux? Alors, ici, comme à Nestlé, alors d'abord à Nestlé, je peux vous le dire, à Nestlé, ils sont illégaux. Mais on a dû se battre, et Bernard en particulier pendant des années. Je précise aussi, Bernard est un retraité. Bernard, après avoir travaillé toute sa vie, tout ce qu'on lui demandait, c'est de se reposer. Bernard ne fait que se taper des comités et des réunions, pas ici, mais avec des administrations, à éplucher des textes. Vous savez que le droit, ça se lit pas facilement, c'est très désagréable à lire au quotidien. C'est pas du tout ce qu'on fait quand on va être retraité. Il se bat depuis des années. En face, l'administration n'a été que condescendance, mépris, bien sûr, je ne parle pas de Nestlé. Donc, bien évidemment que c'est hyper important et que il faut avoir cette notion de participation. Alors, je me souviens plus ce que vous m'avez posé comme question au départ. C'est la légalité des forages. Alors là-bas, donc pendant 4 ans, on lui a dit oh, n'importe quoi, théorie du complot, etc., etc. Lui et d'autres, il n'est pas tout seul, c'est un collectif. On va dire exactement la même chose à M. Tréligon. Là-bas, le droit, enfin, les juges nous ont fait... Enfin, la Convention judiciaire d'intérêt public a reconnu qu'il avait raison, mais il s'en fiche d'avoir raison en fait. Mais il a reconnu qu'il y avait une responsabilité, mais pas la condamnation. Donc c'était illégal. Ici, c'est plus complexe. Parce que là-bas, c'est le code de l'environnement qui s'appliquait, enfin en tout cas qui était en cause. Ici, c'est aussi le code de l'environnement qui s'applique, mais c'est aussi le code de la santé publique. Ici, on a eu des forages sans autorisation préalable. Au nom du code de la santé publique. C'est une infraction pénale. Moi, je suis mandaté, notamment par M. Tréligon, pour poursuivre l'État dans une certaine mesure, mais surtout Danone, parce qu'ils n'ont pas respecté le droit, tout simplement. Donc oui, c'est illégal. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la loi n'est-elle pas respectée? Alors ça, c'est... Alors ça s'appelle le rapport de force, en fait. Ça s'appelle un rapport de force, et ce rapport de force, c'est à nous de le défendre. Ce rapport de force, ils ont profité... Faut imaginer un petit peu, ça a été dit, ce caractère exponentiel des prélèvements et de l'embouteillage. Donc cette manne financière pour les uns et les autres. Il n'y a pas plus facile pour corrompre. Alors je ne dis pas attention qu'il y ait une corruption, ça peut être de la corruption passive d'ailleurs, mais c'est tellement facile. On a une rentrée d'argent pour les collectivités, on a une entreprise avec un rayonnement international. Personne ne veut ou n'a vraiment envie de comprendre ce que c'est très technique. Sauf que quand on creuse, on voit que c'est pas si technique. Donc il faut, je crois que c'est à nous, citoyens, moi c'est mon job de tous les jours, mais c'est à nous, citoyens, de défendre. Alors là, c'est votre survie sur le territoire. Moi, mon job en général, voilà, c'est de protéger la faune et la flore dans leur aire de répartition naturelle. Ben là, je protège des gens dans l'aire de répartition naturelle. Plus d'eau, plus gens. Et qui est responsable et qui doit être poursuivi alors? Alors là, on a un peu tout le monde. On a un peu tout le monde parce que comment considérer qu'un arrêté, le dernier arrêté que j'ai contesté pour M. Édouard de Féligon, je rappelle aussi, comme Bernard, en tant que retraité, il n'a pas que ça à faire, M. de Féligon, il se bat certes pour sa pisciculture, mais comme je vous battrai pour votre propriété en fait, mais c'est bien plus que cela, parce que c'est 3600 hectares d'eau qui seront asséchés. Et ce qui lui arrive à la pisciculture, c'est une chance et une malchance. On se l'a dit tout à l'heure, c'est une chance et une malchance. Alors la malchance, c'est lui, alors là, tous les jours, voilà, depuis 1994. La chance, nous, on ne l'avait pas à Nestlé. C'est que c'est un révélateur de l'état d'épuisement de la ressource en eau. S'il n'y avait pas la pisciculture, on ne l'aurait pas vu à l'œil nu, en fait, puisque ça se passe sous terre. Là, on a une vision à l'œil nu. Donc c'est une chance pour nous, et c'est pas pour rien qu'en face, ils se battent comme des acharnés pour ne pas reconnaître leur responsabilité vis-à-vis de M. Édouard de Féligon. Donc, la responsabilité, la carence fautive de l'État. Comment prendre encore des arrêtés sans étude d'impact préalable, sans enquête publique? Comment c'est possible en 2024? Et au nom des générations futures, comment c'est possible de pouvoir prendre une décision aujourd'hui, dont on sait, aujourd'hui on a des chiffres
2036, c'est demain, hein. 2030, 2036, 2050, c'est demain. C'est peut-être même pas notre génération, c'est celle juste d'après. Enfin, c'est quand même très proche. Hein, c'est 12 ans, hein, quand il n'y aura plus d'eau. Donc on impacte déjà le futur par une décision prise aujourd'hui, uniquement pour des intérêts privés, mais pas seulement pour des intérêts privés, parce que ce serait un petit peu manichéen, c'est pour des intérêts privés, pour une économie qui n'a aucun sens d'un point de vue écologique. On ne peut plus aujourd'hui mettre en bouteille de l'eau et la revendre. On sait la plastification, mais pas seulement la plastification des océans, on sait les microplastiques. On commence à avoir des données, mais là ça va mettre encore quelques années avant que l'ANSES se prononce, sur l'impact des microplastiques sur notre organisme. Donc on ne peut pas cautionner ça, et c'est à vous de vous prendre ce dossier-là. Ça doit être dans les enjeux politiques, c'est un choix politique. L'eau, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser aux techniciens. Avec tout le respect pour les techniciens. C'est un enjeu politique. Ce ne sont pas nos besoins. Merci. Y a-t-il des...